Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Ce n'est pas un exercice. À 23h47, heure normale du Golfe, quelque chose a changé dans le détroit d'Ormuz. Pas un quasi-accrochage, pas une provocation, pas le genre d'incident qu'on classe sous le harcèlement de routine dans le bulletin quotidien du renseignement qui atterrit chaque matin sur les bureaux des hauts commandants militaires américains. Quelque chose qui a déclenché une catégorie précise de communication d'urgence. Le genre qui ne passe pas par les canaux normaux. Le genre qui contourne la chaîne habituelle de transmission et arrive directement, immédiatement, à des gens qui ont le pouvoir de prendre des décisions qui déclenchent des guerres. Dans les 9 minutes suivant le rapport initial sur l'incident, le National Military Command Center, au Pentagone, était en appel sécurisé avec le commandement central des États-Unis à Tampa. Dans les 22 minutes, le président des États-Unis avait été informé. Dans les 40 minutes, et c'est le détail qui dit tout sur le sérieux avec lequel la situation est traitée, les deux groupes aéronavals américains positionnés dans la grande région du Golfe ont reçu l'ordre de modifier leur mode d'opération. Pas de se retirer, pas d'augmenter la distance, mais de se rapprocher. Les deux convergeant vers le détroit. Au même moment, à Téhéran, un communiqué était en train d'être rédigé. Pas par le ministère des Affaires étrangères, pas par les canaux diplomatiques que les gouvernements utilisent quand ils veulent communiquer sans s'engager complètement. Par le corps des gardiens de la révolution islamique, adressé nommément au président des États-Unis, et le langage de ce communiqué, un langage que le gouvernement iranien s'est gardé pendant des décennies d'utiliser aussi directement, a franchi une ligne que des responsables américains ayant passé leur carrière à suivre les communications iraniennes disent n'avoir jamais vu franchie auparavant. L'Iran vient de menacer personnellement Donald Trump, et les États-Unis préparent une réponse dont le public n'a pas été informé. Voici ce qui se passe en ce moment. Voici ce que l'Iran a fait dans le détroit. Voici ce que la menace contre Trump disait réellement. Et voici à quoi ressemble la réponse vue de l'intérieur. C'est une nouvelle de dernière heure, c'est réel, et ça évolue plus vite que ce que la couverture publique arrive à suivre. Parce que dans l'univers Trump, une crise stratégique n'est jamais seulement une crise stratégique. C'est aussi un test pour savoir qui aura l'air le plus faible à l'écran. Je veux établir les faits. Les faits confirmés, documentés, vérifiés par de multiples sources. Vers 23h47, heure locale, des vedettes d'attaque rapide de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, opérant en formation de 8 à 12 bâtiments selon le suivi de la marine américaine, ont exécuté une manœuvre coordonnée dans la principale voie de navigation du détroit d'Ormuz. Pas un seul bâtiment, une formation. Avec un niveau de coordination tactique qui exige une planification préalable, un briefing préalable, une autorisation préalable venant d'un niveau de commandement nettement au-dessus de celui d'un capitaine de bateau. La formation s'est positionnée en travers de la voie de navigation entrante, celle qu'empruntent les navires entrant dans le golfe Persique, à un point situé à 11 000 marins de la côte iranienne, dans les eaux internationales. 3 navires commerciaux se trouvaient dans la voie au même moment. Un VLCC pleinement chargé, un très grand pétrolier brut, transportant environ 2 millions de barils de pétrole brut, un méthanier, un porte-conteneurs. La formation du corps des gardiens de la révolution islamique n'a pas tiré. Je veux que ce soit clair. Mais elle s'est arrêtée, maintenant sa position en travers de la voie de navigation, forçant les 3 navires commerciaux à réduire leur vitesse, à tenter un contact radio, puis finalement à modifier leur trajectoire pour éviter la formation. Le VLCC, un navire long d'un quart de mille transportant 2 millions de barils de brut, ne s'arrête pas vite, ne tourne pas vite non plus. Les manœuvres nécessaires pour éviter la formation du corps des gardiens de la révolution islamique dans une voie de navigation large de 2000 ont exigé 34 minutes de navigation prudente dans des conditions que le capitaine du navire a ensuite décrites au service de sécurité de son entreprise en des termes qui ne figurent pas dans les reportages policés. Pendant ces 34 minutes, alors que les navires commerciaux manœuvraient pour éviter la formation du corps des gardiens de la révolution islamique, 2 autres événements se sont produits et le public n'en a pas été informé. Un avion de patrouille maritime du corps des gardiens de la révolution islamique a effectué un passage à basse altitude au-dessus de l'USS. Le nom du navire demeure non confirmé qui opérait dans le secteur. Assez bas pour que l'identification de l'appareil ait été confirmée visuellement par l'équipage américain. Et 2 vedettes rapides iraniennes se sont détachées de la formation principale et ont effectué une approche à grande vitesse vers le méthanier. Pas un contact, une approche jusqu'à 200 mètres avant de rompre. 200 mètres d'un méthanier pleinement chargé. Un méthanier, c'est une bombe flottante. Un navire transportant du gaz naturel liquéfié à moins 162 degrés Celsius.
Si le confinement est rompu, si la cargaison atteint sa température d'ignition à la suite d'un choc suffisamment énergique, l'explosion ne se mesure pas par les dégâts causés à un seul navire. Elle se mesure par une boule de feu visible depuis l'espace et une onde de choc qui raserait des structures à des kilomètres à la ronde. L'Iran a placé 2 vedettes rapides à 200 mètres de ce navire, 6 heures après l'incident dans le détroit. Pendant que les groupes aéronavals américains ajustent déjà leur position et que les appels sécurisés entre Washington, Doha et Riyad se poursuivent sans interruption, le communiqué du corps des gardiens de la révolution islamique tombe. Pas par conférence de presse, pas par l'ambassadeur iranien à l'ONU, pas par les canaux du ministère des Affaires étrangères que les gouvernements utilisent lorsqu'ils veulent pouvoir nier le degré exact de sérieux qu'ils entendent donner à leur message. Par un communiqué émis directement par l'appareil des affaires publiques du corps des gardiens de la révolution islamique, attribué à un haut commandant du corps et adressé nommément au président américain. Voici l'essentiel de ce qui a été dit, pas la citation directe, l'essentiel. Que le président des États-Unis a fait des déclarations, plus précisément des déclarations au sujet d'options militaires contre le programme nucléaire iranien, que le corps des gardiens de la révolution islamique considère comme une menace directe à la souveraineté iranienne, que ces déclarations ne resteront pas sans réponse, que le corps a la capacité et la volonté de faire en sorte que toute action militaire américaine contre l'Iran produise des conséquences que le président américain n'a pas calculées et ne peut pas maîtriser. Puis le communiqué est devenu plus précis. Il a mentionné le personnel militaire américain dans la région par catégorie, les groupes aéronavals, le personnel des bases aériennes, les forces d'opération spéciales. Il a mentionné les infrastructures des alliés américains, les terminaux saoudiens, les ports émiratis, et puis la ligne qu'aucun communiqué militaire iranien n'avait franchie auparavant de cette manière précise. Il a évoqué la prise de décision personnelle du président américain. Il disait dans sa substance que Trump devrait comprendre que les gens autour de lui, les conseillers, les commandants militaires, les responsables du renseignement qui poussent vers une action militaire, ne sont pas ceux qui paieront le prix. Et que le président devrait se demander s'il est prêt à assumer personnellement la responsabilité de ce qui suivra. C'est là le bord dangereux de toute l'équation. Dès que la politique se mélange à l'ego, chaque briefing risque de se transformer en audition de loyauté avec des missiles en arrière-plan. Des responsables américains qui suivent les communications iraniennes pour gagner leur vie, des officiers de renseignement de carrière qui ont lu des milliers de déclarations du gouvernement iranien et savent les calibrer avec précision, décrivent ce communiqué d'une manière précise. Pas de la fanfaronnade, pas le langage d'avertissement iranien habituel qui revient à chaque cycle d'escalade. Une menace directe, personnelle, de niveau escalatoire contre un président américain en fonction, nommément. Cela ne s'était jamais produit auparavant dans ce conflit sous cette forme avec ce niveau de précision. Voici ce qui s'est passé à l'intérieur de la Maison-Blanche dans les heures suivant la publication du communiqué. Le président a été briefé en personne, pas par téléphone. Le conseiller à la sécurité nationale, le secrétaire à la défense, le directeur du renseignement national, dans le bureau ovale. Un briefing en personne sur un communiqué de menace iranien n'est pas une routine. Il a eu lieu dans les 2 heures, suivant la publication du communiqué du corps des gardiens de la révolution islamique. Et ce qui est sorti de cette réunion, selon de multiples sources au fait des discussions, n'est pas ce à quoi l'Iran s'attendait. L'Iran s'attendait à l'architecture de réponse habituelle. Un communiqué du département d'État qualifiant la menace d'inacceptable et de contre-productive. Un porte-parole du Pentagone réaffirmant que les États-Unis protégeront leurs forces et leurs intérêts. Une note diplomatique transmise par l'ambassade de Suisse, le canal qui gère les communications entre les États-Unis et l'Iran en l'absence de relations diplomatiques, pour enregistrer la préoccupation américaine. Gérée, proportionnelle, contenue. C'est ce que faisaient les administrations précédentes quand l'Iran faisait monter la tension. Cette vieille architecture était bureaucratique, prudente et pas particulièrement théâtrale, ce qui explique précisément pourquoi elle séduit si peu un style politique qui traite la retenue comme de la mauvaise télévision. Ce qui est sorti de la réunion dans le bureau ovale était différent. Le président a autorisé 3 choses simultanément. Premièrement, une accélération du positionnement militaire déjà en cours. Les groupes aéronavals, se rapprochant du détroit, ont reçu des paramètres d'opération élargis, l'autorité de répondre aux provocations iraniennes dans un éventail plus large de scénarios, sans devoir obtenir l'autorisation de la Maison-Blanche pour chaque décision individuelle. Une autorité déléguée, une expansion précise, importante, rarement accordée de ce que les commandants américains sur le théâtre peuvent faire de leur propre initiative. Deuxièmement, une communication classifiée à l'Iran, pas par l'ambassade de Suisse, par un autre canal discret, plus direct.
Le contenu de cette communication n'est pas connu publiquement, mais son existence et le canal utilisé en disent long sur le degré de sérieux que la Maison-Blanche attache à ce moment. Troisièmement, un examen d'un ensemble précis d'options militaires. Pas une autorisation à un examen, mais un examen à la vitesse et au niveau de détail qui précède une autorisation. Les options sur la table ne sont pas de petites options. À quoi ressemble concrètement la préparation d'une réponse? Ce n'est pas une métaphore. Ce sont des navires, des avions, des armes et les êtres humains qui les utilisent. Le premier groupe aéronaval a modifié son mode d'opération dans les 12 dernières heures d'une manière que les opérateurs de satellites commerciaux et les services de suivi maritime ont déjà partiellement documenté. Sa position auparavant optimisée pour la présence régionale et la dissuasion a changé. Le mouvement est en direction du détroit. Les schémas de patrouille aérienne de combat, ces avions de chasse qui assurent une couverture continue autour du porte-avions, ont changé de géométrie d'une manière compatible avec la préparation à un environnement opérationnel contesté. Le deuxième groupe aéronaval, opérant dans la vaste zone de la mer Rouge et du golfe d'Aden, a reçu l'ordre de remonter vers le nord, vers le golfe d'Oman, vers une position depuis laquelle ces appareils peuvent atteindre le territoire iranien et depuis laquelle ces systèmes de défense antimissiles peuvent couvrir les approches du détroit. Deux groupes aéronavals qui convergent. En plus du positionnement des groupes aéronavals, des moyens de l'US Air Force sont en mouvement. Des bombardiers Bunby Lancer, supersoniques à longue portée, capables d'emporter les plus lourdes charges conventionnelles de l'arsenal américain, ont été redéployés vers une base avancée que l'US Air Force n'a pas rendue publique. Les analystes de la défense qui suivent l'activité du transport militaire ont relevé la signature logistique d'un déploiement rapide. La destination précise n'est pas confirmée publiquement. Les bombardiers furtifs B de Spirit à Diego Garcia, ce positionnement avancé en place depuis des semaines et qui représente la principale option de frappe américaine contre des cibles iraniennes profondément enfouies, ont vu leur niveau d'alerte relevé. Pas décollé, mais en état d'alerte accrue. Un niveau d'alerte accrue signifie que les équipages sont plus proches de leurs appareils. Les vérifications pré-vol ont été complétées ou sont en cours. Les données de ciblage chargées dans les ordinateurs de mission des appareils ont été mises à jour dans les dernières 24 heures. À la base aérienne Al-Udeid, au Qatar, la plus grande base aérienne américaine au Moyen-Orient, les opérations sur 24 heures ont été prolongées. Des appareils qui étaient en disponibilité réduite ont été ramenés à un statut pleinement apte à la mission. Le chargement de carburant et d'armement a été visible sur l'imagerie satellitaire commerciale à des rythmes compatibles avec une préparation préopérationnelle. Ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas une posture destinée à la consommation iranienne. C'est une préparation réelle, physique, irréversible une fois qu'un certain seuil est franchi. Et pourtant, l'emballage politique autour de tout cela porte encore cette impulsion bien connue de l'ère Trump. Faire sonner la dissuasion comme une extension de marque personnelle. J'entre maintenant dans la prise de décision à Téhéran. L'Iran n'a pas fait ce qu'il a fait la nuit dernière au hasard. Il n'a pas rédigé ce communiqué avec désinvolture. Il n'a pas franchi la ligne d'une menace personnelle contre un président américain sans calcul derrière. Le calcul, c'est que l'Iran croit, à partir de sa lecture des contraintes politiques intérieures de l'administration Trump, de son évaluation de l'opinion publique américaine sur l'engagement militaire au Moyen-Orient, de sa lecture de l'environnement économique et du coût politique d'une flambée des prix du pétrole, que les États-Unis ne lanceront pas une frappe militaire majeure contre l'Iran, ni cette semaine, ni ce mois-ci. Il croit que la combinaison de facteurs qui seraient nécessaires pour rendre une frappe politiquement soutenable pour l'administration Trump, une provocation iranienne claire, un consensus politique intérieur, l'appui des alliés, un scénario de perturbation économique gérable, n'est pas réuni en même temps. Il croit que la proximité nucléaire, 12 jours avant d'obtenir de la matière de qualité militaire, le protège paradoxalement. Parce que frapper un pays qui est à 12 jours de la capacité nucléaire et échouer à l'empêcher d'atteindre cette capacité est pire que de ne pas frapper. Et il croit que Trump en particulier, l'homme qui a fait campagne sur la fin des guerres stupides, l'homme dont la base rejette l'idée de sang américain versé dans des conflits au Moyen-Orient, est limité par sa propre identité politique d'une manière dont les présidents précédents ne l'étaient pas. Ce slogan a toujours sonné plus propre sur une scène de rassemblement que sur une carte couverte de groupes aéronavals et d'arcs de missiles. Ce calcul, cette lecture iranienne précise des contraintes politiques américaines, est ce qui a produit le communiqué nommant Trump personnellement. C'était un test, une sonde, la sonde la plus agressive que l'Iran ait jamais lancée dans le domaine informationnel contre un président américain, pour voir si l'Amérique cligne des yeux. Le problème avec ce calcul, c'est qu'il pourrait être faux à propos de Trump en particulier, parce que la réaction de Trump lorsqu'il est personnellement défié par un adversaire étranger ou intérieur
ne suit pas le schéma que l'Iran est en train de modéliser. Trump ne répond pas au défi personnel en calculant si la réponse est politiquement soutenable. Il répond. Et c'est exactement ce qui rend une doctrine de sécurité pilotée par la personnalité si inquiétante. La pièce se met à tourner autour de la gestion des insultes, alors qu'elle devrait tourner autour de la gestion du risque. Tout ce qui se passe en ce moment dans le détroit, dans les salles de crise et dans les communications par canaux discrets existe sous une ombre, l'ombre nucléaire. Le délai de percée de l'Iran est de 12 jours, non pas jusqu'à une arme livrable, mais jusqu'à de la matière de qualité militaire, jusqu'au point où l'Iran possède le cœur d'un engin nucléaire, même s'il n'a pas encore assemblé l'arme ni testé le système de livraison, mais 12 jours. Et voici la pièce qui n'est pas clairement rapportée. Chaque action escalatoire que l'Iran entreprend dans le domaine conventionnel, chaque vedette rapide dans le détroit, chaque communiqué de menace, chaque défi personnel au président américain, se déroule dans le contexte de ce chiffre de 12 jours. L'Iran accélère simultanément sur plusieurs axes. L'axe de la provocation conventionnelle, qui teste les réponses américaines, construit la dissuasion en démontrant sa volonté de perturber les flux mondiaux d'énergie, crée des coûts politiques à l'action militaire. L'axe nucléaire, qui poursuit l'enrichissement, continue de faire avancer le programme technique, se rapproche d'un seuil qui modifie durablement le calcul stratégique. Ces deux axes ne sont pas séparés, ils sont synchronisés. L'escalade conventionnelle crée du bruit, crée une pression de gestion de crise sur Washington, crée les conditions dans lesquelles le programme nucléaire avance avec un peu moins d'attention américaine concentrée, parce que tout le monde gère l'incident du détroit et le communiqué de menace. Chaque jour où l'horloge nucléaire avance est un jour où la situation stratégique change. Et l'Iran a été très délibéré en maintenant l'escalade conventionnelle à un niveau assez élevé pour absorber l'attention américaine, mais sous le seuil qui déclenche la frappe. Il essaie simultanément de rendre une frappe trop coûteuse à exécuter. La précision de cet ajustement, c'est ce qui rend la stratégie iranienne si dangereuse et si difficile à contrer. Pendant que Washington et Téhéran se regardent à travers le fossé numérique et militaire, les États du Golfe observent depuis l'intérieur du rayon d'explosion. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït. Ces gouvernements comprennent quelque chose qui échappe à la plupart des couvertures occidentales. Ils ne sont pas des spectateurs dans cette crise, ils sont des cibles. Le communiqué de menace iranien a nommé leurs infrastructures. La doctrine de ciblage du corps des gardiens de la révolution islamique, qui n'est pas secrète, qui est publiée dans des revues militaires iraniennes et discutée ouvertement dans les déclarations de commandants du corps, identifie précisément les infrastructures énergétiques des États du Golfe comme des cibles de représailles prioritaires dans tout scénario de conflit. Ras Tanura, Jebel Ali, Ras Laffan, les installations dont dépendent leurs économies, les terminaux par lesquels leurs richesses transitent. Et ces gouvernements passent des appels en ce moment, pas seulement à Washington, entre eux aussi. Le canal de communication d'urgence du Conseil de coopération du Golfe, le système sécurisé qui relie les appareils de défense et de renseignement des 6 États du Golfe, est actif depuis l'incident du détroit. La question posée sur ce canal est une question qui revient à chaque cycle d'escalade et reçoit une réponse différente chaque fois selon le sérieux de l'évaluation de la menace. Est-ce qu'on fait confiance à la garantie de sécurité américaine pour tenir? Dans les cycles précédents, la réponse était oui, avec réserve, sous condition, mais oui. Dans ce cycle-ci, pour la première fois depuis longtemps, la réponse n'est pas unanime. Les Émirats arabes unis en particulier, qui développent discrètement depuis un certain temps une relation de sécurité indépendante avec plusieurs grandes puissances à la fois, posent une question complémentaire que les gouvernements émiratis précédents n'auraient pas posée. Si l'Amérique frappe l'Iran et que l'Iran riposte contre nos infrastructures avant que les forces américaines puissent intercepter, qui nous couvrent dans l'intervalle? Cette question, la question de l'intervalle, c'est la question qui détermine si l'architecture de sécurité américaine dans le Golfe tient sous la pression d'un conflit réel. Et en ce moment, personne n'a de réponse nette. Un parapluie de sécurité rassure moins quand l'homme qui le tient continue de vérifier si l'orage est bon pour son image. Ce qui se passe dans la seule arène où cette crise produit déjà des conséquences réelles, mesurables et immédiates, c'est le marché de l'énergie. Les contrats à terme sur le pétrole brut ont ouvert ce matin à un prix qui intégrait déjà une prime de risque importante, pas le scénario complet de fermeture d'Ormuz, pas du pétrole à $200, mais un mouvement important. Le Brent, la référence internationale, a gagné $11 dans les 90 premières minutes de cotation après que la nouvelle de l'incident dans le détroit et du communiqué de menace du corps des gardiens de la révolution islamique est devenue publique sur les marchés asiatiques. $11 le baril en 90 minutes. Pour mettre cela en perspective,
Un mouvement de $10 le baril prend habituellement des semaines dans un environnement hors crise. Il reflète des mois de déséquilibre entre l'offre et la demande qui traversent le marché. $11 en 90 minutes, c'est un prix de crise. Et cela ne reflète pas le scénario de fermeture d'Ormuz. Cela reflète la probabilité que le scénario de fermeture d'Ormuz devienne réel. La probabilité dans l'évaluation de la communauté du négoce énergétique, des gens qui mettent des milliards de dollars derrière leurs convictions quant au risque géopolitique, a changé. Les tarifs d'assurance pour le transit dans le Golfe ont augmenté plus vite que les prix du pétrole. Les surprimes de risque de guerre pour les navires transitant par le détroit d'Ormuz, le coût d'assurance additionnel qui couvre les navires opérant dans des environnements voisins d'un conflit, ont augmenté de plus de 300% depuis l'incident. Ce que cela signifie concrètement, c'est que les compagnies maritimes font face à un choix. Payer le coût d'assurance fortement accru et continuer de transiter par le détroit, ou contourner l'Afrique et ajouter 3 à 4 semaines à chaque voyage. Plusieurs grandes compagnies maritimes ont déjà fait leur choix. 3 opérateurs importants ont suspendu les réservations vers le Golfe en attendant une évaluation de sécurité. 3. Pas des dizaines, pas un arrêt complet. Mais 3 grands opérateurs qui suspendent les réservations vers le Golfe, c'est un signal qui se propage dans toute l'industrie maritime. Quand les grands opérateurs mettent sur pause, les plus petits regardent. Quand les plus petits mettent eux aussi sur pause, le Golfe commence à ressembler à un endroit où les règles normales du transport maritime commercial ne s'appliquent plus. Et quand le Golfe donne cette impression, le prix de tout ce qui est lié à l'énergie du Golfe commence à bouger. Tout. Chaque crise dans le Golfe s'inscrit dans un cadre géopolitique plus large. Et ce cadre inclut 2 puissances dont la position dans cette crise compte énormément. La Russie et la Chine. La position de la Russie est simple dans sa logique, sinon dans ses implications. La Russie bénéficie de prix élevés du pétrole. La Russie bénéficie du fait que l'attention stratégique américaine soit absorbée par le Moyen-Orient. La Russie bénéficie de tout scénario qui empêche les États-Unis de concentrer tout leur poids stratégique sur le conflit en Ukraine et sur l'architecture de sécurité européenne. La crise iranienne est un cadeau pour Moscou, non pas parce que la Russie l'orchestrerait, mais parce que la géographie et l'intérêt stratégique s'alignent de telle manière que chaque heure d'attention américaine consacrée au détroit est une heure qui n'est pas consacrée à Kiev. La position publique de la Russie sera la retenue de toutes les parties, la désescalade, le dialogue. Le langage habituel d'un pays qui veut que la crise continue à mijoter sans déborder en conflit qui perturberait les marchés pétroliers dont la Russie dépend. En coulisses, la Russie observe ce que font les systèmes d'armes américains, comment fonctionne la guerre électronique américaine, comment manœuvrent les groupes aéronavals américains, à quoi ressemble en temps réel l'architecture de commandement et de contrôle d'une réponse de crise américaine. C'est de la collecte de renseignements. Et une crise qui s'arrête avant le combat réel constitue le meilleur environnement possible pour la collecte de renseignements. La position de la Chine est plus compliquée. La Chine importe 40% de son pétrole par le détroit d'Ormuz. Une fermeture du détroit constitue une urgence économique pour la Chine. Mais la Chine a aussi ce partenariat stratégique de 25 ans avec l'Iran. Les achats de pétrole, la couverture diplomatique, l'assurance implicite. La Chine est le seul pays disposant du levier économique nécessaire pour dire à l'Iran d'arrêter. Pas d'un levier militaire. D'un levier économique, les revenus pétroliers de l'Iran passent par les raffineries chinoises. Le système financier iranien a accès à des transactions libellées en yuan par l'intermédiaire de banques chinoises. La Chine peut fermer ce robinet. Si la Chine voulait que l'Iran désescalade, si Pékin décidait que le coût économique d'une crise dans le détroit l'emporte sur le bénéfice stratégique de garder l'Amérique distraite, un coup de fil du bon responsable chinois au bon responsable iranien changerait la température de cette crise dans les 48 heures. Cet appel n'a pas été passé. Et le fait qu'il ne l'ait pas été dit quelque chose sur ce que la Chine a décidé, à ce moment précis, de vouloir voir arriver. Ce que signifie concrètement la préparation d'une réponse en termes d'options précises, c'est que la réponse américaine à cette crise n'est pas binaire. Ce n'est pas frapper ou ne pas frapper. Elle existe sur un spectre. Et l'endroit où la décision tombe sur ce spectre dépend de variables qui bougent d'heure en heure. Première option, la réponse maritime. Établir une présence de la marine américaine dans le détroit qui rende physiquement risquées les opérations des vedettes rapides du corps des gardiens de la révolution islamique dans les voies de navigation. Pas des règles d'engagement qui permettent à la marine de tirer à volonté. Des règles d'engagement qui permettent à la marine de positionner ses bâtiments de manière à forcer le corps à choisir entre reculer ou déclencher un échange cinétique. Cette option n'exige pas d'autorisation pour une action offensive. Elle exige la présence physique et les règles d'engagement qui donnent au commandant sur place l'autorité de répondre si le corps des gardiens de la révolution islamique prend l'initiative. Elle change la dynamique sans franchir le seuil. Deuxième option, la frappe ciblée.
Une frappe contre des moyens navals précis du corps des gardiens de la révolution islamique, pas une campagne aérienne globale. Pas des frappes contre des installations nucléaires, mais précisément contre les bases des vedettes rapides, les patrouilleurs qui ont participé à l'opération de la nuit dernière, l'infrastructure de commandement qui a autorisé le communiqué de menace. Une action chirurgicale, limitée, conçue pour imposer un coup à la capacité précise utilisée la nuit dernière sans déclencher la doctrine de représailles iranienne complète. Le risque, c'est que l'Iran n'accepte pas la définition américaine du mot limité. La doctrine d'escalade iranienne existe, et elle n'est pas calibrée pour correspondre aux définitions américaines de la proportionnalité. À Washington, entre-temps, le mot limité a une drôle d'habitude. Il finit par vouloir dire tout ce qui tient encore dans le prochain point de presse. Troisième option, l'option de frappe nucléaire. Et par là, j'entends des frappes contre les installations nucléaires iraniennes, pas en réponse à la seule nuit dernière, mais en utilisant la nuit dernière comme autorisation, comme provocation rendant les frappes nucléaires politiquement défendables. C'est l'option qui change tout, qui déclenche la riposte iranienne complète, qui active le Hezbollah, les Houthis, les milices irakiennes, qui ferment le détroit, qui pousse le pétrole à $200, et qui, si elle est exécutée avec assez d'ampleur, fait reculer le programme nucléaire iranien d'une décennie. Elle est sur la table. Elle est sur la table depuis des mois. La planification est faite. La question n'a jamais été la capacité. La question a toujours été la volonté. Et la menace personnelle de la nuit dernière contre le président des États-Unis a peu être réglée la question. C'est là le piège de tout ce style piloté par la performance autour de Trump et de l'orbite pro-Trump. Dès que chaque affrontement devient un test de domination, reculer commence à être traité comme un problème d'image de marque au lieu d'un choix stratégique. Voilà où nous en sommes en ce moment. Voilà l'image en mouvement. Dans les 6 prochaines heures, des analystes du renseignement à la Central Intelligence Agency, à la Defense Intelligence Agency et à la National Security Agency travaillent sur un problème analytique précis. L'opération de la nuit dernière dans le détroit a-t-elle été autorisée par le bureau du guide suprême? Ou s'agissait-il d'une décision opérationnelle du corps des gardiens de la révolution islamique prise à un niveau inférieur à celui du guide suprême? Cette distinction compte énormément. Si le guide suprême a autorisé les événements de la nuit dernière, si cela constitue une décision stratégique iranienne prise au sommet, alors le communiqué de menace et l'opération dans le détroit forment un paquet coordonné d'escalade. Délibéré, calculé, exécuté avec toute l'autorité du régime. Si le guide suprême ne l'a pas autorisé, si le corps des gardiens de la révolution islamique a agi de sa propre initiative d'une manière dont la direction politique gère maintenant les conséquences, alors il peut exister, à l'intérieur du système iranien, une pression en faveur d'un recul. Pour éviter l'escalade vers laquelle les provocations du corps sont en train de pousser. La réponse à cette question analytique façonne la réponse américaine. Face à une escalade iranienne coordonnée au sommet, la réponse doit être d'un niveau qui rétablit la dissuasion. Cela signifie plus qu'un communiqué diplomatique. Face à une opération improvisée du corps des gardiens de la révolution islamique que le bureau du guide suprême voit d'un mauvais œil, il pourrait y avoir une occasion par canal discret. Une manière de communiquer directement avec la direction politique en passant au-dessus de la tête du corps. Le renseignement américain travaille sur cette question en ce moment même. Au même moment, dans le détroit lui-même, les moyens des groupes aéronavals qui se repositionnent depuis minuit sont maintenant en position de répondre à l'activité du corps des gardiens de la révolution islamique en quelques minutes. Les vedettes du corps qui se trouvaient dans la voie de navigation la nuit dernière, où sont-elles maintenant? Cette question est suivie sur tous les écrans radars de la présence navale américaine dans le Golfe. Parce que si elle bouge de nouveau cette nuit, la réponse ne ressemblera pas à la non-réponse de la nuit dernière. Nous sommes à un point de rupture, non pas atteint du jour au lendemain, mais au terme d'années de petites escalades qui ont lentement déplacé la ligne. Maintenant, des vedettes du corps des gardiens de la révolution islamique bloquent des voies de navigation, 2 groupes aéronavals américains se rapprochent, l'échéancier nucléaire est à 12 jours, les marchés de l'énergie sont secoués. Dans les 24 à 72 prochaines heures, une décision sera prise dans des pièces que vous ne voyez pas, par des gens que vous n'avez pas choisis, qui soit ramènera la situation du bord du gouffre, soit lui fera franchir la ligne. Et une fois la ligne franchie, plus personne ne contrôle ce qui vient ensuite. Les guerres ne suivent pas des plans, elles suivent leur propre logique. Surveillez le détroit, surveillez les groupes aéronavals, surveillez le prix du pétrole. Parce que ce n'est pas terminé. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde.
Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.